tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'OM. La situation est plutôt préoccupante en championnat. Trois défaites de suite, donc Ajaccio, Paris et Lens. Ça commence à devenir préoccupant. Et comme a dit notre président de la République, c'est la fin de l'abondance. Et bien là, clairement pour l'OM, c'est la fin de l'abondance. En début de championnat, on était abondant en termes de victoire et de jeu. Et aujourd'hui, c'est plus le cas, même si en termes de jeu, c'est quand même plutôt cool. On va en reparler, mais c'est clairement la fin de l'abondance en termes de victoire. Et aujourd'hui, on va parler de ça. Quels sont les problèmes de l'OM? Ce sera le titre de la vidéo. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on est sur trois défaites? Et on va essayer de lister les raisons de la méforme de l'OM en championnat, parce qu'en Ligue des Champions, Dieu merci, ça va encore bien, même si voilà, à la veille du match contre Francfort, bah, voilà, on est un peu inquiet forcément avec cette mauvaise dynamique en championnat, mais en championnat, c'est clairement inquiétant. Alors, quel est le premier problème de l'OM? Pourquoi est-ce qu'on a enchaîné ces trois défaites? Bah, le premier problème, il est tout simple, c'est que tu as joué Paris et Lens. Tout simplement, Paris qui survole le championnat avec ses superstars et Lens qui est une très belle équipe. Donc, perdre face à Paris et perdre face à Lens, oui, c'est décevant, mais c'est pas non plus le scandale du siècle. Le scandale, c'est le match perdu face à Ajaccio où on n'a absolument rien affiché. Mais perdre contre Paris et perdre contre Lens dans ces circonstances-là, parce que c'est vrai que Lens ne nous écrase pas, c'est vrai que Lens marque un but plutôt chanceux, même si je n'enlève rien à ce qu'ont fait les Lensois, ils ont fait un très bon match. Mais voilà, perdre face à Lens dans ce match-là, c'est pas scandaleux pour les joueurs de l'OM. Les joueurs de l'OM affichent toujours un bon état d'esprit. Le problème de l'OM en championnat n'est pas dans l'état d'esprit. Que ce soit face au PSG ou face à Lens, l'OM a pratiqué un très bon football dans l'état d'esprit et a même été meilleur que son adversaire à chaque fois, à part sur le match face à Ajaccio qui pour moi est un accident durant lequel là vraiment on a vu un problème d'attitude chez les joueurs. Mais que ce soit face à Paris ou que ce soit face à Lens, l'OM n'a montré absolument aucun problème d'attitude et c'est pas ça le problème. Le problème c'est que tu as affronté des très belles équipes de Ligue 1. Face à Paris et face à Lens, tu étais supérieur dans le jeu, mais c'est des équipes qui ont été beaucoup plus réalistes que toi et le but du PSG le prouve et le but de Lens le prouve aussi. Donc pour recontextualiser, pourquoi l'OM est sur une mauvaise dynamique? Ben, c'est aussi à cause des adversaires. Ajaccio a fait le match de sa vie, de sa saison, face à l'OM au Vélodrome. Voilà, on sait tous que quand les petites équipes viennent au Vélodrome, c'est pour faire le match de leur vie. Et Ajaccio l'a fait. On sait tous que Paris, Lens, c'est des équipes qui sont très fortes et qui sont taillées pour vraiment nous concurrencer en Ligue 1. Et donc forcément, quand tu perds face à ces équipes-là, c'est pas scandaleux. Ensuite, si on rentre dans les aspects un peu plus tactiques finalement de la méforme de l'OM, évidemment il y a des problèmes à l'OM au niveau tactique. Et face à Lens, face à Paris, on a vu un peu les prémices. Et face à Lens, ça s'est vraiment confirmé. J'ai l'impression qu'on retombe dans un certain sampaolisme. On retombe un peu comme dans l'ère Sampaoli, c'est-à-dire qu'on fait tourner le ballon, mais on ne sait pas trop quoi en faire. C'était un peu handball. Et face à avec Sampaoli, pardon, c'était ça le gros problème de l'OM. C'est que on faisait tourner, voilà, on faisait un peu cette version handball de l'OM, on faisait tourner, etc. On avait des occasions et tout, mais on marquait pas. Et j'ai eu l'impression de revoir ça un peu face à Lens, face au PSG aussi, mais surtout face à Lens. Et on fait tourner, on fait tourner, on fait tourner, et on se perd dans un certain faux rythme parce qu'on sait qu'on est au-dessus de l'adversaire et qu'on se dit on va marquer de toute façon. Et forcément, le temps il passe et t'as toujours pas marqué. Et bah forcément, tu te prends un coup de couteau derrière quand Lens marque et tu sais plus quoi faire. Donc j'ai eu l'impression que cette équipe de l'OM, elle se disait on va marquer, c'est pas grave, on domine, on domine. Mais à la fin, Lens c'est une très belle équipe et c'est une équipe qui a réussi à nous tuer au bon moment. Et j'ai eu l'impression de retomber un peu dans l'ère Sampaoli, c'est ce truc-là de faire tourner le ballon, de prendre la confiance et de se dire on va marquer de toute façon et au final de se faire tuer. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'au début de la saison, l'OM était hyper efficace. On avait les deux pistons qui allaient très vite, on jouait sur un rythme vraiment effréné, on jouait très vertical, on était super efficace. Sanchez au début c'était monstrueux devant, c'était une occasion, un but. Voilà, c'était vraiment très très bon au début, où on était vraiment très efficace. Mais ça fait quelques matchs maintenant qu'on tombe dans ce truc-là où on fait tourner le ballon. Et on n'arrive plus à trouver les pistons dans la profondeur et où on n'arrive plus à jouer ce jeu direct, où on tombe dans une certaine possession de balle. Et ça, c'est de moins en moins intéressant à regarder. Et on tombe vraiment dans une certaine routine qui est assez inquiétante et qui nous rappelle les plus mauvais matchs de l'ère Sampaoli. Il faut que Tudor se reprenne en termes tactiques pour parler à ses joueurs et pour vraiment retrouver cette efficacité qui était la nôtre au début de la saison. Cette efficacité face à Lille, face à Nantes, où certes les adversaires étaient peut-être meilleurs que nous, mais où on arrivait à les tuer. Et j'ai l'impression que la situation s'est un peu inversée. Maintenant, c'est nous qui dominons l'adversaire, mais c'est l'adversaire qui vient nous tuer. Et donc, forcément, c'est plutôt préoccupant. Ensuite, si on rentre aussi dans la tactique et si on commence par l'aspect défensif de l'OM, j'ai l'impression que dans cette défense de l'OM, il n'y a qu'une seule valeur sûre, c'est Mbemba. Et c'est ça le problème, c'est que oui, l'OM est solide. L'OM, je crois, est la deuxième ou troisième meilleure défense de Ligue 1, donc ça reste très solide défensivement. Mais dans cette défense centrale de l'OM, qui est une valeur sûre? Qui est une valeur sûre? Il n'y a que Mbemba. Bailly est très bon quand il joue, mais il est toujours blessé. Balerdi, ça reste quand même très très limité.
Gigot, ça reste limité aussi, et on sait très bien qu'il est sanguin. Là, il vient de prendre 2 matchs. C'est pas le gars avec lequel tu vas aller chercher la Ligue 1, soyons clairs, mais ça reste un très bon joueur, mais c'est pas la valeur sûre sur le plan technique et sur le plan défensif. Donc Gigot Ballardi, c'est un peu le même combat. Isaac Touré est encore trop jeune. Donc en vrai, dans cette défense centrale de l'OM, Kolasinac est très fragile aussi sur le plan physique. Dans cette défense de l'OM, qui est une valeur sûre à part Mbemba? Et malheureusement, c'est ça le problème. C'est que tu n'as pas de valeur sûre dans cette défense. L'année dernière, Saliba était là. Luan Perez était très critiqué, mais il jouait tous les matchs et c'était vraiment une valeur sûre qui était polyvalent. Mais cette année, on n'a plus de valeur sûre en défense. Et c'est un problème. Je ne dis pas qu'on perd à cause de ça, parce qu'on perd sur un but hasardeux, et sinon on ne prend pas de but. Contre le PSG, normalement, avec les superstars du PSG, on doit en prendre 3 ou 4, on n'en prend qu'un seul, entre guillemets. Donc la défense reste quand même plutôt solide. Mbemba, Balerdi ont été très très bons face au PSG. Hier, encore une fois, face à Lens, ou avant-hier, Balerdi n'a pas été bon, mais on a quand même été solide. On prend un but sur un contre, etc. D'ailleurs, c'est Balerdi qui marque contre son camp. Mais voilà, encore une fois, tu prends un seul but contre Lens, et ce but-là, bah, c'est un vieux but contré. Donc, oui, la défense n'est pas une certitude. Il n'y a que Mbemba qui est une valeur sûre. Il y a une défense qui est quand même plutôt bricolée à chaque fois. Même Pape Gueye est rentré en défense centrale, tellement on n'en a plus. Et donc voilà, même comme ça, tu arrives quand même à maintenir cette ossature défensive. Tu arrives quand même à rester solide. Donc c'est pas ça le problème. Mais je m'inquiète quand même en Ligue des Champions ou sur d'autres gros matchs en Ligue 1 de cette défense-là qui est fragile, qui est toujours un peu bricolée, où on ne sait pas vraiment. Et est-ce qu'on a raté notre mercato en termes de défense? Non, on n'a pas raté notre mercato. On a pris que des défenseurs. Gigot, Bailly, Mbemba. Mais le problème, c'est que Bailly est fragile, Gigot est limité, et il n'y a que Mbemba qui est vraiment une valeur sûre, que ce soit défensivement ou offensivement. Donc malheureusement, si tu veux aspirer à être deuxième ou troisième de Ligue 1, si tu veux aspirer à être qualifié en huitième de finale de Ligue des Champions, tu ne peux pas te permettre dans une défense à 3 d'avoir qu'un seul défenseur sûr. Il faut que tout le monde soit sûr. Et malheureusement, je trouve que soit les défenseurs sont limités, soit ils sont fragiles physiquement. Et forcément, c'est très compliqué. Si on parle ensuite du milieu de terrain, Verretou et Rongier n'ont pas été au niveau. Verretou n'est pas au niveau depuis le début de la saison, mais à chaque fois, c'était Rongier qui remontait le niveau. Mais quand les deux plongent, là, franchement, tu t'en sors plus. Rongier avait été très bon contre le PSG, mais hier, face à Lens, il s'est fait manger. Et donc, forcément, quand les deux sont pas bons, bah, il y a un gros problème au milieu de terrain. Et le milieu de Lens en a profité. Surtout que tu as vu que Seko Fofana, bah, Lens, ils ont un vrai milieu de terrain avec Seko Fofana qui nous a fait vraiment très très mal. Et le fait que Rongier et Verretou soient mauvais bah, rime avec l'excellent match de Fofana qui nous a tout simplement mangé et que j'aurais aimé voir à l'OM à la place de Verretou. J'aurais aimé voir Seko Fofana chez nous. Voilà, et donc forcément l'adversité est montée. Et là, tu affrontes une vraie équipe de Ligue 1 qui est vraiment solide. Et quand on voit le niveau de Seko Fofana, et ben, forcément c'est inquiétant parce que un joueur de Ligue 1, entre guillemets, parce que Seko Fofana pour moi est un joueur bien meilleur que le niveau de la Ligue 1, mais ça reste un joueur de Ligue 1, nous a quand même mangé et a quand même éteint nos deux milieux de terrain, et ça c'est inquiétant. Donc Rongier et Verretou n'ont pas été au niveau à cause de la performance de Fofana, ils ont trouvé plus solide qu'eux, et donc forcément ça s'est ressenti. Les pistons, je trouve qu'au niveau des pistons, offensivement, ça reste intéressant, ça reste, voilà, Klose a eu son occasion de but, il l'a raté, et ça reste intéressant, mais encore une fois, il y a toujours ce même problème qui revient, c'est que tu laisses trop d'espace dans le dos. Quand Klose et Tavares montent, derrière c'est hyper compliqué, t'arrives plus à défendre. Voilà, et donc ça c'est le même problème depuis le début de la saison. Même quand l'OM était très efficace, c'était ça le problème de l'OM, c'était que les pistons laissaient beaucoup trop d'espace derrière eux. Et puis, si on passe à l'attaque, et pour moi c'est vraiment le gros problème de l'OM, c'est l'inefficacité. L'OM n'est pas efficace, et puis surtout, d'où vient le danger dans cette équipe? D'où vient le danger? Qui crée le danger? Qui crée le danger offensif? Qui fait peur à l'adversaire sur le plan offensif? Personne. Personne ne fait peur. Klose et Tavares, ils font peur quand ils montent, mais leur premier rôle à eux, c'est de défendre. Harit, c'est le seul qui est remuant. C'est Harit, c'est le seul joueur qui est remuant. Et je suis désolé, tu vas pas miser sur Amin Harit sur tous les matchs. Il a été très bon sur la double confrontation contre le Sporting, il a été très bon contre le PSG. Là encore, il a été très très bon et c'est lui la principale arme offensive. Mais Alexis Sanchez n'est pas un numéro 9. Et ça, franchement, c'est le vrai débat. C'est oui, Sanchez peut marquer des buts parce que c'est un joueur de classe internationale qui sait le faire. Mais Sanchez n'est pas un numéro 9. Et j'aurais aimé, c'est un truc à circuler sur Twitter, j'aurais aimé voir Arkadiusz Milik en numéro 9 avec en soutien Amin Harit et Alexis Sanchez. Or, c'est pas le cas. Et je pense vraiment qu'il y a un gros problème dans ce trio offensif, c'est que Sanchez n'est pas un 9. Harit est le seul qui crée du danger, donc forcément il est esselé. Et Guendouzi n'est pas à son poste parce que si Guendouzi jouait plus bas, si tu mets Guendouzi à la place de Verretou et que tu mets Cengiz Under à la place de Guendouzi en 10, là ça change tout. Parce que Guendouzi jouerait plus bas, il pourrait récupérer beaucoup plus de ballons et se projeter comme il le faisait l'année dernière. Under est un profil qui t'apporte énormément de percussions et qui s'entend très très bien techniquement avec Harit. Et donc Harit et Guendouzi qui sont deux joueurs différents. Guendouzi c'est un besogneux, c'est un gars qui va récupérer des ballons, etc. Alors qu'Harit c'est vraiment le profil technique. Donc c'est deux joueurs complètement différents qui pour moi ne peuvent pas combiner, qui pour moi ne sont pas complémentaires. Le seul truc sur lequel ils pourraient être complémentaires, c'est lorsque Guendouzi va aller récupérer les ballons et les donner à Harit. Ça, à la limite, ça peut marcher. Mais
Est-ce que les deux vont combiner ensemble techniquement et créer du danger ensemble? Non. Harit va créer le danger et Guendouzi va récupérer des ballons, mais malheureusement ce poste-là n'est pas fait pour lui. Il est bon, évidemment, il fait toujours ses matchs parce que ça reste un très bon joueur, mais on gagnerait énormément à le voir beaucoup plus bas. Si on met Guendouzi à la place de Verretou, qu'on met Under et Harit qui eux ont une vraie relation technique et qui l'ont montré face à Francfort notamment lors du match aller, et les deux pourront vraiment combiner. Mais devant, il subsiste ce problème-là de se dire que Sanchez n'est pas à son poste. Et ça crée une vraie frustration. C'est qu'on apporte un joueur de classe mondiale, mais on ne le met même pas à son poste. Moi, j'aimerais voir Sanchez et Harit plus bas et un vrai numéro 9. Et donc, pourquoi pas Bamba Dieng. Et donc, il y a un autre problème aussi à l'OM, c'est que Tudor fait 3 changements, il sort les 3 de devant et il fait rentrer Dieng, Payet et Under. Moi, je veux bien. Il est gentil, Igor. Mais le problème, c'est que Payet n'a pas de rythme. Dieng n'a quasiment pas joué, donc pas de rythme non plus. Et Under a un problème de confiance. Je pense qu'Under devrait jouer beaucoup plus. C'est un joueur qui a vraiment le niveau pour être titulaire à l'OM, il ne devrait pas être remplaçant. Et donc forcément, le gars, quand il rentre, bah, il est un peu esselé, il ne sait pas quoi faire. Et tu fais rentrer 3 joueurs d'un coup, forcément, ça déséquilibre un peu l'équipe, ça donne des profils différents, et donc forcément, c'est très compliqué. Payet, Dieng, Under, c'est des joueurs qui n'ont pas de rythme. Mais quand tu les fais rentrer les 3 d'un coup, qu'est-ce que t'attends en fait? Il attend quoi? Je comprends pas. À la limite, t'en fais sortir 2, t'en fais rentrer 2, mais les 3 d'un coup, c'est quand même très compliqué. C'est pas la première fois que Tudor fait rentrer 3 joueurs d'un coup. Je vais pas lui apprendre de coaching, mais je trouve quand même que changer tout ton trio offensif, c'est quand même problématique. S'il avait fait rentrer, je sais pas moi, Dieng à la place de Sanchez, ça aurait peut-être changé quelque chose. Tu aurais eu Harit, Dieng et Under, ou Harit, Dieng et Gendouzi, ça aurait été peut-être plus intéressant, un autre profil devant. Mais les 3 d'un coup, avec 3 joueurs qui manquent de rythme et qui donc de facto ne peuvent pas créer le danger, c'est quand même assez compliqué. Donc il y a vraiment un vrai problème. Et puis, si je devais finir la vidéo là-dessus, je pense qu'il y a aussi un problème de fatigue. Je pense que les joueurs de l'OM sont vraiment fatigués. J'ai vu Gendouzi très fatigué, j'ai vu Klose très fatigué, et là ça va poser un autre problème. Les deux vont aller à la Coupe du Monde, donc j'ai vu des joueurs plutôt fatigués. Les joueurs titulaires sont fatigués, donc Gendouzi, Klose qui sont quand même des joueurs indiscutables dans l'équipe. Il y a aussi des joueurs qui sont en manque de rythme. Payet, Dieng, Gerson, Under, c'est des joueurs qui sont en manque de rythme. Donc entre les joueurs fatigués à cause du nombre de matchs et les joueurs fatigués à cause du manque de matchs, forcément on s'en sort plus. Et donc il y a énormément de problèmes à l'OM. Je suis encore évidemment optimiste. On va aller jouer à Strasbourg le week-end prochain, je m'inquiète pas. On est encore dans le coup en Ligue des Champions, là aussi je m'inquiète pas. Mais 3 défaites de suite en Ligue 1, ça fait très très mal. Maintenant, les adversaires étaient au niveau aussi, Paris et Lens. Et puis il faut pas oublier, si on veut rester optimiste, que Lens est quand même une très bonne équipe de Ligue 1 et que c'est une équipe que tu as dominée pendant 90 minutes. Parce qu'en termes de jeu, sur les 180 minutes face à Paris et face à Lens, l'OM est présent. L'OM affiche un bon niveau, faut pas l'oublier, faut pas commencer à tirer à boulet rouge sur les joueurs. C'est des joueurs qui ont été très très bons. Dans le jeu, ça reste excellent. Harit est un super joueur, Gendouzi aussi, Rongier de base aussi. Les deux pistons apportent énormément de danger également. Mbemba est une valeur sûre, Paolo Lopez est enfin au niveau. Donc il y a des joueurs au niveau dans cette équipe. Je pense qu'on a manqué de chance, manqué d'efficacité, qu'il y a aussi un contexte qui n'est pas très favorable. Mais maintenant, il faut se relever et c'est ça les grands champions. On va voir si cet OM est à réaction. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à liker. Merci beaucoup.